Salut les louveteaux! Nous, c'est Aurora, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes atteints du trouble dissociatif de l'identité, plus communément appelé TDI. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le TDI. J'avais déjà fait une vidéo il y a plus d'1 an, mais elle était beaucoup basée sur l'aspect scientifique et je trouve que ça ne me correspond pas du tout. Donc je vais vous faire vraiment une vidéo propre à moi, propre à mon système. Du coup, je m'en vais vous expliquer ce qu'est le TDI. Tout d'abord, voici la liste des trigger warnings évoqués dans cette vidéo. Déjà, il faut partir du principe que le TDI, c'est un moyen de survie du cerveau. Le trouble dissociatif de l'identité touche environ 3 personnes sur 100. Donc c'est un trouble qui est très répandu. Pour vous expliquer comment ça se développe, tous les enfants, lorsqu'ils naissent, ont leur identité qui est fragmentée. C'est un peu comme si vous avez plusieurs pièces d'une maison et vers l'âge de 6-10 ans, toutes ces pièces, elles se regroupent pour former une maison. Une personne qui a le TDI va vivre des traumatismes qui vont faire que cette intégration de l'identité ne se fera pas. Donc moi, dans mon cerveau, au lieu d'avoir une maison, j'ai plein de petites maisons qui se sont construites à partir de petites pièces. Pourquoi est-ce que le cerveau, lorsqu'on vit des traumatismes, a besoin de dissocier l'identité? Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui va se faire frapper par ses parents, par exemple, ça va procurer énormément de stress, ce qui va être très très nocif pour le cerveau et si on ne fait rien, l'hormone du stress, elle va détruire le cerveau. Donc le cerveau, il se dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je survive, tout simplement. Donc lorsque l'enfant sera frappé, le cerveau va créer une identité qui va se souvenir de tous ces moments traumatiques, pendant qu'une autre identité ne s'en souviendra absolument pas, elle vivra sa vie, va aller à l'école, va se faire des amis. Et comme ça, le stress sera considérablement réduit. Par la suite, le cerveau va se développer en gardant ce mécanisme. Et vu qu'il n'y aura pas l'intégration de l'identité, il le gardera toute sa vie. Que ce soit lorsqu'il y a des traumatismes ou pour répondre à un besoin, le cerveau créera de nouvelles identités. Il faut savoir qu'on ne guérit pas du TDI, que le cerveau il est formé comme ça et il sera toujours formé comme ça. Il peut y avoir des thérapies d'intégration ou des choses comme ça. Mais dès qu'il y aura un traumatisme, c'est possible que toutes les identités elles se fragmentent de nouveau et que la dissociation revienne. Et vraiment, on ne guérit pas du TDI. Il faut bien que vous compreniez ce point-là. Le TDI fait partie du DSM-5. C'est le livre des médecins, si vous voulez, qui référence toutes les pathologies. Ça fait des années et des années qu'il n'est plus du tout sujet à controverse. Et si un médecin ou quelqu'un vous dit que le TDI n'existe pas, c'est tout simplement que c'est une personne mal informée ou qui n'est pas formée dans les troubles dissociatifs. Il y a encore beaucoup de maltraitance médicale par rapport au TDI. Et beaucoup de psychophobie dans notre société. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes font de l'information sur la santé mentale sur internet pour pouvoir briser ces tabous et pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse vivre normalement ou un tant soit peu normalement au milieu de tout le monde. Quels sont les principaux symptômes du TDI? Tout d'abord, il y a des amnésies parce que comme je vous l'ai expliqué, le cerveau dissocie les souvenirs d'une identité à l'autre. Il peut y avoir de gros blackouts où on ne se souvient absolument pas du tout de quelque chose qui s'est passé et on va s'en rendre compte parce qu'on va avoir l'impression de sortir un peu d'une pièce noire. C'est vraiment cette impression que j'ai moi lorsqu'on a des blackouts, c'est que on a l'impression de se réveiller et comme si ça s'illuminait et qu'on voyait les choses à nouveau en face de nous. Mais aussi on a énormément d'amnésie sur des amnésies, c'est-à-dire si on nous dit pas oh tu te rappelles de tel truc, on va pas se rendre compte qu'on se rappelle pas. Et moi, à vrai dire, la plupart des choses de ma vie, je ne m'en rappelle pas. Ça ne me dérange pas trop parce que je ressens pas du tout le besoin de m'en rappeler. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui en souffrent. Mais parce que c'est important les souvenirs pour garder des souvenirs joyeux et se raccrocher à ces souvenirs-là pour avancer dans la vie. Ensuite, la dissociation. Il faut savoir que tout le monde fait de la dissociation à petite échelle. Par exemple, vous prenez le bus, vous avez tranquillement votre casque, vos écouteurs sur vos oreilles, vous êtes dans vos pensées et tout d'un coup vous vous rendez compte que 3 arrêts sont passés. Comme ça. Ils disent « Oh, je m'en suis pas rendu compte ». Ça, c'est de la dissociation.
De même que si vous êtes en train de conduire et que vous êtes pareil dans vos pensées et vous êtes arrivé tout d'un coup à destination, comme si vous aviez été en pilote automatique. Ça aussi, c'est de la dissociation. Sauf que du coup, vous l'aurez compris, pour le TDI, c'est quelque chose qui s'installe dès l'enfance et le cerveau il se développe là-dessus. Et ça va devenir un mécanisme très très courant. À des moments donnés, on va se retrouver bloqué, le regard dans le vide, à pas pouvoir sortir de cet état-là. Et quoi que vous feriez, vous claquerez des doigts et tout devant nous, des trucs comme ça va peut-être nous faire sortir une seconde, mais après on va re-rentrer dans cet état-là. La déréalisation, c'est l'impression que rien n'est réel autour de nous. C'est un peu comme si on était dans un rêve. En fait, on peut avoir l'impression que tout d'un coup, nos souvenirs nous ont été implantés et qu'on se retrouve là, et qu'en fait on n'a rien vécu de ce qu'on a vécu parce que nos souvenirs, ils viennent juste d'arriver. Et ça, c'est dû du coup aux amnésies, au fait que les souvenirs, ils sont fragmentés. La dépersonnalisation, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans le miroir, de ne pas se reconnaître sur les photos ou tout simplement avec son apparence actuelle. Ça vient du fait que les identités ont leur propre apparence. De multiples identités qui prennent partiellement ou entièrement le contrôle du corps. Maintenant, je vais vous parler du vocabulaire spécifique du TDI, c'est-à-dire du vocabulaire médical. Si vous voulez suivre nos vidéos, vous en aurez besoin de toute façon pour vous repérer, donc ne passez pas ce passage, c'est important. Et puis évidemment, ça va vous apprendre encore un peu plus sur le trouble. Un système, c'est l'ensemble des identités. Nous sommes le système Aurora. Tout le monde nous appelle comme ça, nos parents nous appellent comme ça, notre famille, etc. Nous sommes Aurora. Un alter ou état alternatif de conscience. Ce sont les différentes identités que vous allez retrouver dans un système. Un alter, ce n'est pas une personnalité. Il existe des troubles de la personnalité et le TDI n'en fait pas partie. Contrairement à une personnalité, un alter va avoir son propre âge, son propre genre, ses propres goûts, sa propre orientation sexuelle et souvent ses propres souvenirs. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec une personnalité. Un singlet, c'est une personne qui n'a pas de système, c'est-à-dire une personne qui n'a pas le TDI. Les switches, c'est lorsqu'un alter prend le contrôle du corps. Quand je vais quitter le contrôle du corps et qu'un autre alter va venir à ma place, on va dire que j'ai switch avec cet alter. Le front, c'est le contrôle du corps. Par exemple, je suis au kami et je suis au contrôle du corps. Le cofront, c'est lorsque deux alters ou plus sont au contrôle du corps. À ce moment-là, on va être beaucoup influencé par les émotions de l'autre alter qui est au front. La co-conscience, c'est lorsqu'un alter va voir tout ce qui se passe mais il ne va pas pouvoir agir au contrôle du corps. Il va être un peu en arrière, il va regarder tout ce qui se passe et il va commenter souvent tout ce qu'il voit. Peut-être se moquer des personnes en face de nous ou faire des commentaires sarcastiques, se plaindre. Ou même, si l'alter en co-conscience ne s'entend pas avec l'alter au front, il peut l'insulter. En gros, la co-conscience, c'est entendre les pensées d'un alter qui est pas trop loin du front, mais qui n'est pas tout à fait au front. Et c'est être pas tout à fait au front et pouvoir commenter tout ce qui se passe. L'inner world. L'inner world, c'est un monde mental où les alters sont lorsqu'ils ne sont pas au front. Chaque alter a sa propre apparence dans l'inner world. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un alter qui est un garçon, dans l'inner world, ce sera un garçon. On le visualisera tous comme ça et il se visualisera de cette façon. C'est d'ailleurs pour ça, avec la dépersonnalisation, que souvent, si par exemple on a un garçon dans le corps d'une fille, va y avoir de la dysmorphie, il va pas se sentir bien avec le corps. Souvent les systèmes font en sorte d'adapter le corps avec les alters qui frontent le plus pour qu'il soit le plus à l'aise. Les fragments, c'est une identité qui n'est pas assez développée pour être un alter. Souvent ils s'accrochent à l'alter au front pour lui mettre une émotion en particulier ou un souvenir en particulier. Soit un fragment disparaît, soit il change et devient un alter. Un système polyfragmenté. Un système polyfragmenté, c'est un système qui compte beaucoup d'alters ou de fragments. On considère qu'un système est polyfragmenté lorsqu'il a plus de 50 alters. La mémoire commune. Je vous ai parlé du fait que chaque alter avait ses propres souvenirs. Il existe aussi une mémoire commune. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, si vous voyez, vous avez un vase, vous le faites tomber, oups, j'ai fait tomber le vase, il s'est brisé en morceaux. Vous prenez la base du vase, qui est toujours intacte, et vous essayez de recoller tous les petits morceaux pour reformer votre vase. Sauf que il y a des petits fragments entre les morceaux qui sont partis, qui sont devenus de la poussière parce que de la poussière de verre. Donc lorsque vous recollez
votre vase, il reste des petits espaces. Et lorsque vous allez faire couler de l'eau, l'eau, elle va sortir par ces petits espaces. Et l'eau qui vous reste au fond de votre vase, une fois que toute l'eau est sortie, c'est les souvenirs qui restent dans la mémoire commune. Voilà un petit peu. On ne sait jamais exactement qu'est-ce qui sera dans la mémoire commune. Ce qui peut être très difficile, par exemple, si vous avez un contrôle et que du coup vous avez révisé comme un malade, mais c'est pas vous qui frontez au moment du contrôle. Et l'alter en face, il sera là, j'ai pas révisé ça. Ah non, toi t'as pas révisé, c'est l'autre alter qui l'a révisé. Voilà pourquoi c'est très difficile les études pour les personnes qui ont le TDI. La dormance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que les films vous ont fait croire ça généralement et qu'il y a des idées reçues, un alter ne peut pas mourir. De la même façon qu'un alter ne peut pas tuer un autre alter. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Par contre, il existe ce qu'on appelle la dormance. C'est une sorte de coma. En gros, s'il va se passer un traumatisme ou que l'alter sera trop épuisé psychologiquement, il va plonger dans le coma, donc il va aller en dormance. Il va plus du tout pouvoir front, on ne le verra pas forcément dans l'inner world. Certains systèmes ont dans leur inner world une salle de dormance où ils peuvent voir tous les alters qui sont en dormance. Mais ceux qui n'en ont pas vont juste se rendre compte que l'alter ne fronte plus. Une dormance, ça peut durer un jour, ça peut durer un mois, des années. On ne sait pas si un alter sortira de dormance. Ceux qui ont une salle de dormance peuvent plus facilement aider les alters en dormance à pouvoir sortir et à revenir dans le système. Les triggers. Les triggers sont des éléments déclencheurs qui vont faire venir un alter au front ou procurer une émotion forte. Par exemple, si quelqu'un m'insulte ou essaye de me rabaisser, ça va faire venir automatiquement haine, par exemple, ou un autre alter, qui a été créé exprès pour répondre aux insultes qu'on nous faisait lorsqu'on vivait du harcèlement scolaire. Donc il va venir et il va répondre à la personne en face pour que elle ferme sa gueule, tout simplement. Ça, c'est un trigger. Souvent, les triggers négatifs sont accrochés à des traumatismes. Si quelqu'un vous dit « telle chose est mon trigger », c'est-à-dire il ne faudra pas parler de tel sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai fait une liste des trigger warnings. Parce que comme ça, les personnes qui sont trigger par tel ou tel sujet sauront qu'ils ne doivent pas regarder cette vidéo, sinon ça peut les mettre mal, ou prendront leurs précautions avant de regarder cette vidéo. Dans le TDI, vu qu'il y a des flashbacks traumatiques, un trigger négatif va forcément faire revivre un traumatisme à la personne. Ce n'est pas à prendre à la légère. Si quelqu'un vous dit « je ne veux pas que tu fasses telle chose », ne le faites pas, parce que vous pouvez mettre la personne en crise. Et ne dites pas à une personne qui a le TDI « oh, tu surréagis, c'était pas si grave ». Ce que vous avez fait n'était pas si grave, mais renvoie à la personne quelque chose de très grave qu'elle a vécu. Donc elle revit d'un coup le traumatisme et ça, vous n'êtes pas là dans sa tête pour voir ce qui est en train de se passer dans ses émotions. Donc écoutez les personnes et surtout la communication est la clé. La bienveillance, l'écoute, etc., etc. Il peut aussi y avoir des triggers positifs. Par exemple, certains alters seront triggers positivement par les animaux, c'est-à-dire ils aiment les animaux, du coup ils vont voir un animal et pouf, ça va le faire venir. Les alters enfants, souvent ça les fait venir d'être dans les magasins. Parce que quand on était petit, on accompagnait nos parents dans les magasins et du coup ça ramène à ce souvenir-là et ça les fait venir. Et ça les fait souvent acheter n'importe quoi, comme des peluches ou des bonbons. La TDS ou autres troubles dissociatifs spécifiques. Ils englobent les autres troubles dissociatifs qui n'ont pas tous les symptômes du TDI. Par exemple, si une personne vit quasiment pas d'amnésie ou pas du tout, ça voudra dire qu'il n'a pas le TDI parce qu'il n'a pas tous les symptômes que j'ai cités tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un trouble. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas le même trouble. La fusion. La fusion, c'est lorsque deux alters vont s'assembler pour faire un seul et même alter. Moi, par exemple, je suis la fusion de plusieurs alters. Je suis la fusion d'un alter qui s'appelle Waste, d'une alter qui s'appelle Corail et d'un alter loup qu'on ne connaissait pas. C'est un peu comme si vous preniez du bleu et du rouge, vous les assemblez, ça fait du violet. C'est un tout nouvel alter avec des tout nouveaux goûts qui ont pris de l'un, de l'autre. Vous voyez un petit peu. Une fusion, pour se stabiliser, elle aura besoin de temps, mais pas forcément pareil en fonction des gens. Ça peut mettre un jour, un mois, des années. Personnellement, ma fusion pour stabiliser, elle a à peu près mis un an. Au début, j'avais commencé à fusionner juste avec Waze et le cerveau il s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Du coup, il a rajouté d'autres alters
pour que ça soit plus simple pour moi parce que ouais, c'était un haltère dépressif et du coup je le vivais très très mal. Le split, c'est lorsque un haltère se sépare en plusieurs haltères. Par exemple, on a une haltère qui s'appelle Marissa qui a split. À la base, elle faisait partie de N et tous les deux ils se sont séparés pour faire 2 haltères. Le blend, c'est lorsque 2 haltères au front sont un peu mélangés, c'est-à-dire on va pas savoir exactement qui est qui, quels sont les goûts de l'un, on va vraiment être influencé par l'autre haltère avec qui on est mélangé. Maintenant, nous allons parler des différents rôles des haltères, parce que chaque haltère vient au front pour une raison spécifique. L'hôte. Moi, Okami, je suis l'hôte du système Aurora, c'est-à-dire c'est moi qui serai là la plupart du temps et qui m'occupera de la vie de tous les jours. Mon co-hôte est N, c'est-à-dire tous les deux, on s'occupe de gérer les problèmes, nos objectifs, nos projets et tout ça. N est généralement toujours là en co-conscience derrière moi et si besoin il peut intervenir pour pouvoir m'aider. Les trauma holders. Les trauma holders sont des haltères qui gardent les souvenirs traumatiques. Ils sont bloqués dans une boucle traumatique et tant que le traumatisme n'est pas soigné, ils le revivent constamment. Les haltères protecteurs. Ils sont là pour protéger le système de manière intérieure ou extérieure. Les haltères persécuteurs. C'est un mot qui peut faire assez peur comme ça, mais je vous assure, ils ne sont pas méchants. Les haltères persécuteurs sont en fait des haltères qui voudraient protéger le système, mais le font de manière excessive. Par exemple, je vous ai parlé de N qui répondait aux gens quand ils nous insultent. N est un haltère persécuteur. Et pourtant, il m'aide dans la vie de tous les jours et il est là pour moi. Pourquoi on le considère comme un haltère persécuteur vu qu'il est là pour protéger? Parce qu'il fait de manière excessive et peut blesser la personne en face et donc nous mettre en danger. Un haltère qui ne ressent pas la peur sera aussi un haltère persécuteur parce qu'il peut nous mettre en danger. Un haltère qui vit des troubles du comportement alimentaire sera aussi un haltère persécuteur parce qu'il met le corps en danger. Aussi, pour vous donner un exemple, des fois certains haltères, vu qu'on n'a pas les mêmes souvenirs, vont considérer que certaines personnes dans notre vie sont nocives parce qu'ils ne se rappelleront que des souvenirs négatifs. Et là, ils vont essayer de virer cette personne de notre vie qui n'est pas forcément une personne toxique ou qui nous fait du mal. Ce sera un comportement d'haltère persécuteur. Pourtant, lorsqu'un haltère persécuteur apprend à gérer ses émotions, qui sont souvent dues à des traumatismes, il peut devenir un très bon protecteur. N, c'est un haltère protecteur persécuteur. Un caretaker, c'est un haltère qui prend soin du corps ou des autres haltères. Un internal self-helper, c'est un haltère qui va aider le système de manière interne. Souvent, ils font très peu. Un gatekeeper, c'est un haltère qui peut contrôler entièrement ou non qui vient au front. N est un gatekeeper. Chez nous, ça se traduit par le fait qu'il peut venir au front de force pour faire partir l'haltère au front. Ça permet de gérer les crises. Ça permet aussi d'agir dans une situation que l'haltère au front ne sera pas capable de gérer. Par exemple, si une personne en face de moi veut à tout prix que j'accepte quelque chose, que moi j'ai pas le courage de dire non, N il va venir au front et lui il va lui poser un stop catégorique et nous aider là-dessus. Un haltère sexuel. Ils agissent au départ par mécanisme de protection pour gérer les traumatismes sexuels. Certains peuvent front lorsqu'on est en danger ou qu'une personne qui ressemble à une personne qui a fait vivre des abus au système est en face de nous. Mais attention parce que des fois ces haltères peuvent nous mettre en danger. Par exemple en allant voir des hommes dans la rue en se disant si c'est moi qui le choisis, alors on ne peut pas me faire de mal. Vous l'aurez compris, ils ne font pas ça volontairement, ils le font parce que c'est un mécanisme de défense du cerveau. Beaucoup d'haltères sexuels peuvent avoir une attitude et une façon d'être très sexualisée. Maintenant, nous allons voir les différents types d'haltères. Tout d'abord, les little. Les little, ce sont les haltères de moins de 13 ans. Donc on peut avoir des haltères de 2, 4, 6 ans par exemple. Souvent ils sont bloqués à cet âge-là suite à des traumatismes parce que comme vous le savez, le TDI se développe dans l'enfance. Les ice sliders, ce sont des haltères qui changent d'âge. Ça peut être dû à un trigger par exemple. Les haltères fictifs, ce sont des haltères qui ont été créés à partir de sources fictives. Par exemple, un enfant il va regarder un dessin animé où il y a quelqu'un qui est super fort et qui vient sauver un petit garçon. Et il va se dire, mais si cette personne elle venait me sauver, je pourrais sortir de cette situation que je suis en train de vivre. Et le cerveau il va se dire, j'ai besoin de cette personne-là. Il va façonner l'haltère à l'image de ce personnage de dessin animé et il va le mettre dans le système pour protéger l'enfant. C'est plus facile pour le cerveau d'utiliser une source qui existe déjà que d'en inventer une de toute pièce. De la même façon que les haltères non humains, c'est-à-dire l'enfant il va se dire si j'avais des super pouvoirs,
je pourrais me sortir de cette situation. Donc le cerveau va créer une source à l'image par exemple d'une sorcière, d'une fée, d'un personnage de dessin animé qui peut être fictif et non humain par exemple. Il existe même des haltères animaux. Dans notre système, on a la majeure partie de nos haltères qui sont des non-humains. Parce que notre cerveau il s'est construit sur la base des loups. Depuis nos 4 ans, là où on a eu Shiro, notre haltère loup. Donc notre cerveau s'est construit vraiment autour des loups, que ce soit dans notre façon de penser, dans notre façon de ressentir les choses. Par exemple, notre image de nous-mêmes. Parce qu'on avait besoin d'un loup pour nous défendre, tout simplement, comme un chien de garde, un petit peu. Et pour jouer avec nous aussi, parce qu'on se sentait très très seul et on n'avait personne pour jouer avec nous quand on avait 4 ans. Donc voilà. Les haltères factifs. Un haltère factif est un haltère qui a été créé à partir d'une source réelle. C'est-à-dire, par exemple, un petit garçon, il va voir que la mère de son voisin, elle est super gentille avec lui. Et lui, sa maman, elle n'est pas gentille avec lui. Du coup, il va se dire, mais si c'était elle, ma maman, ça serait vraiment bien. Et du coup, le cerveau, il va prendre encore la maman de l'autre petit garçon et il va façonner un haltère qui lui ressemble, qui va pouvoir s'occuper du petit garçon. En le réconfortant, en lui disant, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce que comme je vous ai expliqué, en co-conscience, on peut discuter entre haltères. Comme dans l'Inner World d'ailleurs. Les haltères PAN et PE. Les haltères PAN, c'est les parties apparemment normales, donc qui ne souffriront pas de traumatisme. Ils n'auront pas les souvenirs traumatiques ou alors ils seront dans la mémoire commune, mais ils ne seront pas affectés. Moi par exemple, je ne suis pas du tout affectée par le harcèlement scolaire parce que je considère que c'est pas moi qui l'ai vécu. Et donc je sais à peu près ce qui s'est passé, mais ça ne m'affecte pas plus que ça. Je peux en parler tranquillement sans avoir d'émotions trop difficiles. Sauf si j'ai un trigger qui me renvoie directement à ce souvenir-là et que tous les souvenirs traumatiques reviennent d'un coup et que je les revis. Mais sinon, mis à part ça, je me rappelle quasiment pas, donc ça ne m'affecte pas. C'est pour ça que les personnes qui ont le TDI peuvent très facilement parler de leur traumatisme parce que on n'est pas affecté de la même façon par nos traumatismes. On m'a souvent dit « Ouah, t'es super forte de parler de tel ou tel truc et tout ça, t'es trop courageuse ». Alors que moi, je me sentais pas du tout forte ou courageuse, c'est juste que pour moi, c'est comme une liste de courses, mes traumas. Je sais ce que j'ai vécu, mais les souvenirs liés et les émotions liées, elles m'affectent pas, quoi. C'est comme si on me disait « Ah il y a ton voisin là, il a vécu tel truc, je dirais mince pour lui quoi, mais toi t'étais pas là, tu l'as pas vécu, donc tu peux soutenir la personne qui a vécu ça, donc l'haltère en question qui a vécu ça, mais tu peux pas faire plus quoi, parce que tu sais pas vraiment quoi faire. Les haltères PE, ce sont les parties émotionnelles, du coup les haltères qui ont les souvenirs traumatiques. J'ai terminé cette vidéo, je vous remercie d'avoir écouté, je suis contente parce que j'ai pu condenser 2 vidéos en une, ça sera plus facile pour vous pour suivre. Et puis quand j'avais tourné la vidéo, j'avais des lunettes et côté dysphorie, il n'y a aucun de nos haltères qui a des lunettes, à part Will de temps en temps, mais il peut les enlever sans problème. Donc c'était très difficile pour moi de me voir comme ça. Et puis comme je vous ai expliqué, j'ai vécu des fusions et du coup je ne me reconnaissais plus du tout en ces vidéos. Je pense que j'ai pas mal changé en plus d'1 an quoi. Donc voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. S'il vous plaît, mettez un like. Ça me fera vraiment plaisir parce que je vois, des fois j'ai plus d'une centaine de personnes qui regardent mes vidéos et j'ai 3-4 likes. Ça me fait énormément plaisir que vous regardez mes vidéos, mais voilà, pour me dire que vous avez vu la vidéo quoi, et que vous n'avez pas fait que juste allumer la vidéo et après éteindre la vidéo. En tout cas, ça me ferait très plaisir que vous mettiez un like, que vous vous abonniez aussi, parce que mine de rien, ça m'encourage à continuer. Et que vous nous suiviez sur nos autres réseaux sociaux. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.